Le nouveau rapport des experts des Nations Unies sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC continue de susciter des réactions de condamnation contre le Rwanda. Des appels sont lancés au pays de 1000 collines d'arrêter son soutien direct et décisif aux rebelles du M23. Mais tous sont unanimes quant à une solution politique et diplomatique de cette crise par le canal des initiatives régionales. La RDC ne l'entend pas de cette oreille. Kinshasa signe et persiste. Pas question de négocier avec le Rwanda aussi longtemps que les RDF sont sur le sol congolais. Suivant ce dossier. Depuis le début de l'année 2024, la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC est devenue plus instable et imprévisible. Lors de la réunion des membres du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la situation sécuritaire en RDC tenue ce 8 juillet, les États-Unis d'Amérique ont évoqué l'implication directe et décisive du Rwanda avec près de 4000 troupes présentes sur le sol congolais. Selon des rapports crédibles, les interventions militaires du Rwanda et ses opérations au Nord Kivu se seraient étendues au-delà des opérations d'appui au M23. On parle d'implication directe, décisive. Les groupes auraient pu mettre la main sur de vastes pans du Nord Kivu, renforçant leur position dans la région. Jusqu'à 4000 troupes se trouvent présentes sur le terrain, notamment, et des attaques ont été menées, notamment le 3 mai, qui visait un camp de déplacés. De nombreux blessés et décédés ont été enregistrés. Toutes les parties dans l'est de la RDC doivent prendre toutes les mesures de précaution possibles pour protéger les populations, notamment dans les camps de déplacés, notamment en enlevant les armes lourdes et autres artilleries positionnées à proximité de ces sites. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies s'est inquiétée de l'aggravation de la crise humanitaire en RDC, provoquée par les attaques du M23. Lors de la dernière offensive militaire en date, le M23 et ses partisans ont incendié plusieurs bases des FARDC, ce qui a entraîné de nouveaux déplacements de population et est venu accentuer une situation humanitaire et des droits humains déjà catastrophique. Comme l'a indiqué le groupe d'experts qui fait rapport au comité de sanctions créé par le Conseil de sécurité, le gouvernement du Rwanda a renforcé son appui au M23, lui permettant d'obtenir de vastes gains territoriaux dans l'est de la RDC. Cette crise qui évolue rapidement avec les M23 pourrait provoquer un conflit régional. Quelle solution pour mettre fin à la guerre dans la partie est de la RDC? La diplomatie ou la défense? Cette solution est loin d'être trouvée sur le terrain. Sur le flanc diplomatique, la communauté internationale ne s'accroche que sur l'accord de Luanda, qui reste la seule solution et l'unique cadre des discussions pour la paix. Nous sommes persuadés que seule une solution politique permettrait de réunir des conditions propices à une stabilisation durable. Nous appelons à la cessation des hostilités et à l'application intégrale des accords dans le cadre du processus de Luanda. L'intensification des efforts diplomatiques régionaux et de médiation entre Kinshasa et Kigali devrait y contribuer. Un accord dont l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 ne veulent pas entendre parler, que le gouvernement congolais y tient. Accusé par tout le monde, Kigali se considère comme un bouc émissaire dans cette crise. Le Rwanda a le droit légitime et souverain de défendre son territoire et ses citoyens, et pas seulement d'attendre qu'une catastrophe se produise. 48 heures après la demande de la trêve humanitaire de 2 semaines par les États-Unis aux parties en conflit, les FARDC ont dénoncé dans un communiqué la violation de cette trêve par les rebelles du M23. Kinshasa signe et persiste, aucun dialogue à l'état actuel si le Rwanda ne retire ses troupes de la RDC. Nous demandons tout simplement au Rwanda de rentrer chez lui pour que nous restions des voisins et pour que nous puissions discuter. Tant qu'ils sont sur le territoire congolais, la discussion sera difficile. Pendant ce temps, la coalition M23 RDF fait la sourde oreille. Le rôle du Rwanda déjà connu de tous a été détaillé dans un rapport de plus de 200 pages des experts onusiens mandatés par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Réagissant à ce rapport, le gouvernement congolais appelle toutes les nations civilisées et prises de paix et de justice, ainsi que l'ensemble de la communauté internationale, à prendre des mesures politiques, économiques et judiciaires sévères à l'encontre du Rwanda et de ses dirigeants, dont les troupes opérant en RDC ciblent aussi des casques bleus et les infrastructures de la MONUSCO, qui sont des faits constitutifs de crimes de guerre. Le Conseil de sécurité doit agir
car les autorités rwandaises ne respectent aucun engagement pris, déstabilisent l'État congolais et défient les organisations internationales et régionales, lançant même dans les médias internationaux un appel public au soutien au M23, un groupe armé terroriste made in Rwanda, pour tuer les Congolais et renverser l'ordre institutionnel de la RDC sans que le Conseil de sécurité ne bronche. Ce rapport a également révélé le rôle que l'Ouganda voisin joue dans le conflit qui oppose les FARDC au groupe armé M23, soutenu par le Rwanda. Le groupe d'experts a démontré comment les officiels ougandais ont laissé les rebelles du M23 et leurs alliés rwandais transiter par l'Ouganda sans aucune limite. Les allégations que l'Ouganda qualifie de risibles, sans fondement et illogiques. On constate actuellement le rôle décroissant de la communauté internationale dans la résurgence et la persistance de cette crise. Qu'il s'agisse des missions diplomatiques onusiennes ou des interventions des pays régionaux, la solution diplomatique patauge. Étendre l'appui de la MONUSCO au SAMI-DRC. Nous sommes vivement préoccupés par le fait que cet appui pourrait ne pas refléter notre intérêt partagé, à savoir obtenir un règlement politique de ce conflit. C'est la raison pour laquelle nous appuyons l'autorisation d'un appui limité à la mission de la SADC dans sa zone de déploiement, conformément à son mandat, sans préjuger des tâches qui lui sont confiées et dans les limites des ressources existantes. Comment dès lors amener la paix dans l'est du Congo? Sur fond de récrimination, alors que le mouvement M23 continue de progresser dans l'est de la RDC, la capacité de la diplomatie à jouer un rôle dans la résolution du conflit pourrait être remise en question. Ces derniers mois, la sécurité dans l'est de la RDC a connu une détérioration continue, avec des niveaux alarmants de violence et de déplacement de civils. D'après les Nations Unies, plusieurs villages et villes congolaises ont été occupés par les troupes rwandaises et le mouvement M23. Les 87 entités occupées se trouvent dans les régions de Rutshuru, Masisi, Nyiragongo et Lubero, a mentionné le mouvement citoyen Lucha. Cette région du pays est toujours en voie de dégradation, avec plus d'1 million de personnes déplacées internes dans le Petit Nord depuis le début de la crise. Pire encore, si l'ennemi attaque sur un axe bien défini, les militaires FARDC se trouvant sur d'autres axes restent calmes en train d'observer un cessez-le-feu de leur côté. Et à leur tour, quand ils seront attaqués, les autres resteront aussi calmes sur leurs axes. Ce comportement décourage certains militaires royalistes, les volontaires pour la défense de la patrie et même la population. Selon un article de Jeune Afrique, après plusieurs mois de consultation, c'est donc dans un contexte tendu que la question du soutien de l'ONU à la SAMI-DRC s'est retrouvée devant le Conseil de sécurité le 8 juillet. Chargée de plancher sur la forme que pourrait prendre un appui des casques bleus à la SAMI-DRC, la patronne de la mission de l'ONU pour la stabilisation en RDC, Bintou Keïta, a soumis à New York un rapport très attendu qui détaille 3 formats d'assistance possibles. Favorisant la solution diplomatique, la RDC n'a pas oublié l'option militaire. Le chef de l'État congolais a présidé par 2 fois la réunion de la Task Force du Haut Commandement militaire. Au cours de cette réunion, le commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale a défini les orientations à suivre et a donné l'ordre au Haut Commandement militaire d'exécuter les mesures décidées pour préserver l'intégrité territoriale, mais aussi rétablir la paix, la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Monsieur Patrick Mutombo, la voie diplomatique avec le processus de Luanda et de Nairobi patouche. Est-ce qu'il faut toujours négocier, comme le recommande la communauté internationale? Oui. D'abord, je vous remercie de m'avoir invité sur votre plateau pour échanger avec vous sur ces matières. Est-ce qu'il faudra négocier? À l'état actuel des choses. Est-ce qu'il faudra faire avancer la voie diplomatique? Je pense que oui. Parce qu'il vous souviendra que le président de la République, quand il accède à la majorité, à la magistrature suprême, voulais-je dire, n'a pas ménagé un seul effort pour aller vers ses voisins. C'est dire qu'il était déjà installé dans la diplomatie parce qu'il avait foi que la diplomatie était la voie royale pour passer à des projets de développement commun.
le président de la République avait mis un accent particulier aussi sur les investissements transfrontaliers. Il ne faut jamais l'oublier. Parce qu'il y avait aussi foi que ces investissements transfrontaliers avec les pays voisins qui ne déménageront pas. Le Rwanda sera là, l'Ouganda, la Zambie, tous ces pays ne déménageront pas. Ce sont des voisins éternels de la RDC. Quoi de plus utile que d'avoir une option, une vocation plus centrée sur la diplomatie? N'oubliez pas que nous avons 9 voisins. Il n'y a pas de pays qui a une exigence de traiter toutes ces questions par la voie diplomatique que la RDC. Je ne suis pas en train de dire ce soir que la RDC ne peut pas guerroyer. La diplomatie, je dis oui. Pourquoi la diplomatie? La diplomatie nous permet, je peux dire même d'économiser. Parce que la guerre, déplacer les troupes, c'est coûteux. Exactement. Nous avons une vocation d'un pays, comme on le disait à l'époque, parmi les lignes diplomatiques de notre pays, l'ouverture au monde sans exclusive. Les voisins m'aiment, donc nous ne pouvons pas nous départir de traiter avec nos voisins. Donc je disais que le président de la République avait bien vu, dès l'accession au pouvoir, d'aller dans toutes ces capitales. Mais c'était sans imaginer que les autres n'avaient pas cette vision. Parce que l'Ouganda que vous venez de suivre dans le rapport des experts des Nations Unies, l'Ouganda est avec nous dans les opérations Shuja, dans le nord pour lutter contre l'ADF. Souvenez-vous que c'est aussi avec l'Ouganda, lorsque le président de la République, dans une certaine volonté de développer la région, avait pris l'option de faire une route qui partait de l'Ouganda jusque vers Goma, que le Rwanda avait très mal vu la chose. Donc, cet appétit vorace territorial du Rwanda de toujours considérer la partie est de notre pays comme sa zone d'influence, ce qui est vrai pour le Rwanda, l'est aussi pour l'Ouganda. Parce que ces deux pays ne cesseront jamais de considérer que les flancs orientaux de notre pays est leur zone d'influence. C'est vrai, nous sommes à 2000, nous dormons dans la capitale à 2000 km, et ils sont à un jet de pierre de notre frontière, avec toutes les richesses et les ressources naturelles qu'il y a dans l'Est. Diplomatie, je dis encore oui. Parce que la diplomatie africaine avait déjà joué sa carte lorsque, à Malabo, l'Union africaine a pris l'option de mettre le Rwanda et la RDC ensemble dans ce que nous appelons le processus de Luanda. Oui. Et ce processus de Luanda, il parle déjà, il a 4 axes. Le premier axe, c'est le dialogue constructif et réconciliateur. Le retour au dialogue constructif et conciliateur. Le deuxième axe, c'est la cessation immédiate des hostilités. Troisième, c'est le cantonnement du M23. Et quatrième, c'est la poursuite du programme de démobilisation. Mais apparemment, le Rwanda et l'Ouganda montrent leur mauvaise foi. Oui, comme toujours, parce que je suis en train de vous dire qu'ils ne voient pas les choses de la même manière que nous. Et que faire? Donc désormais, nous allons poursuivre cette voie diplomatique parce que l'Afrique est avec nous. Les Nations Unies ont peut-être traîné à le comprendre, ils viennent de le comprendre. Les Nations Unies sont avec nous. Les P5, donc les 5 pays du Conseil de sécurité, dans leur grande majorité, sont avec nous. Et dans la région, nous ne pouvons pas ne pas compter sur l'amitié d'abord de partenaires sûrs comme la Tanzanie et le Burundi. La SADC, oui, l'Afrique australe, et dans une certaine mesure, tous les pays qui aujourd'hui pensent que tôt c'est trop. 30 ans après, on ne peut pas développer le seul narratif du côté du Rwanda. Mais apparemment, le Rwanda a fait le sourd d'oreille par rapport à ça, malgré les condamnations de la communauté internationale, du Conseil de sécurité, de tous ces pays que vous venez de citer. Bon.
Qui est derrière lui? Pourquoi il continue à faire... Non, mais ce moment, il ne faut pas perdre de vue qu'il n'y a pas un monde où il y a beaucoup d'hypocrisie comme la scène internationale. Je vous envoie déjà faire un distinguo entre la société internationale et la communauté internationale. Exactement. La communauté internationale n'a de communauté que le nom, mais c'est le monde des intérêts. Aujourd'hui, quand vous voyez qu'il y en a qui parlent, qui disent, qui condamnent le Rwanda par le bout des lèvres, mais qui, dans le fond, travaillent à consolider le Rwanda, parce que le Rwanda est devenu comme leur, d'abord, destination touristique. Le Rwanda est devenu comme... Il commence à vouloir jouer un peu le rôle de gendarme dans l'Afrique. Vous l'avez vu au Mozambique, à Cabo Delgado, où ils ont fait du boulot pour la France. Ce n'est pas cette France pour qui le Rwanda a fait du bon boulot, sur laquelle vous allez compter à 100%. Je fais un clin d'œil à la diplomatie française pour dire merci d'avoir rassuré le président de la République pendant qu'il est passé dernièrement à Paris. Mais il faut continuer sur cette lancée. Les déclarations, les condamnations du bout des lèvres, oui, mais il y a des sanctions que nous attendons. Le Rwanda, c'est un pays qui vit aux mamelles de la finance internationale. Son budget est financé majoritairement par la même communauté internationale. Donc si on frappe dans le portefeuille du Rwanda, nous pouvons avoir déjà des résultats probants. Et pour frapper sur le portefeuille du Rwanda, parce que vous avez tout à l'heure dit que la communauté internationale, c'est un monde d'intérêt, un monde où il y a plus d'hypocrisie, qu'est-ce que la RDC doit donner ou doit proposer pour enfin être entendue? D'abord, la RDC n'a que trop donné. Aujourd'hui, on nous empêche, on ne veut pas que nous puissions d'abord être les maîtres de nos ressources, de nos revenus. Voilà pourquoi il faut travailler pour nous désagréger, il faut travailler pour nous affaiblir. Ils travaillent aussi pour nous mettre à genoux afin qu'ils viennent prendre dans le désordre. Non, il n'y a pas intérêt pour eux. La première ressource, où je peux dire, le premier effort à mener, n'est pas certainement trouvé dans cette communauté internationale. C'est d'abord chez nous-mêmes. Nous allons y revenir par rapport à nous, oui. À part chez nous, qu'est-ce qu'il faut encore faire? Donc d'abord, il faut que nous puissions nettoyer les écuries d'Ojas chez nous. Deuxième chose, il faudrait que nous ayons, et c'est quoi que le président de la République qui travaille, Modicus, pour avoir une certaine diplomatie volontariste qui allie les ambitions ou bien la vocation internationale de RDC avec le potentiel que celui-ci détient depuis des lustres. Exact. Et c'est un atout majeur. Il faudrait que nous puissions y travailler de commun accord. Donc, si je dis bien, je donne un exemple qui me vient à la tête. Aujourd'hui, la France a des sérieux problèmes avec les pays qui étaient dans le temps. C'est vraiment son carré. Je vois le Burkina Faso, tout ça. Donc, là, oui. Et puis, donc, comme la France n'a plus ce qu'il pouvait avoir dans ce pays, Kinshasa peut proposer à la France ce que la France n'a plus dans ce pays. Et puis, en contrepartie, les sanctions où la France doit laisser tomber le Rwanda, par exemple. Bon, je ne dis que la France doit laisser tomber le Rwanda. Non, il faut toujours se mettre en tête que chaque pays développe des relations bilatérales selon ses intérêts, avec qui il veut. Oui. C'est à nous d'identifier quels sont les besoins, quels sont les intérêts, comment nous les affûtons et comment nous sommes cohérents avec ce que nous entreprenons. Il ne faudrait pas y aller comme ça nous caractérise depuis un temps, aujourd'hui comme hier. Nous sommes une race qui entreprend et qui abandonne au milieu. Exactement. Il faut que nous soyons cohérents de bout en bout. Il faut que nous ayons du personnel politique et diplomatique qualifié pour mener à bon port la politique diplomatique du président de la République, qui est déjà une politique qui a déjà commencé à faire ses fruits. Est-ce que vous y croyez vraiment sur l'option diplomatique pour mettre fin à cette guerre? J'y crois parce que je sais que l'option diplomatique est à combiner avec d'abord l'option politique. Exactement. Parce qu'il faut aussi réduire chez nous ces suspicions. Je veux dire, ces querelles byzantines qui font qu'un camp politique peut se moquer de la déconfiture de notre armée parce que ce n'est pas lui qui est au pouvoir. Nous allons revenir dans le deuxième dossier. Merci.
Nous prenons le deuxième dossier.